Mon parcours professionnel, en fait, il a commencé par du conseil pendant près de 15 ans. En sortie d'école d'ingénieur, j'ai choisi de faire du conseil parce que j'ai une famille, moi, de fonctionnaires. Mon père était médecin général et ma mère était prof. Famille de fonctionnaires, il fallait que je découvre l'entreprise. J'ai fait du conseil, d'abord en organisation, pour accompagner les entreprises dans leur transformation organisationnelle. Un peu de privatisation en Pologne pendant près d'1 an. Et ensuite, après, j'ai passé dans la stratégie pour accompagner des entreprises dans leur croissance, dans des schémas d'innovation. Puis ensuite, après, j'ai basculé dans l'investissement et le M&A. Puis au bout de 3 ans, j'ai rejoint le FSI, qui aujourd'hui s'appelle la BPI, où j'ai eu à faire 2 choses, des investissements, plutôt dans les sociétés technologiques, surtout aussi écrire la stratégie d'investissement du FSI, c'est-à-dire bien prendre en compte l'aspect investissement professionnel, comme les gens qui sont sur le marché, mais aussi, c'est de l'argent public, et donc s'assurer que cet investissement contribue bien à l'économie française et pas au détriment de l'économie française. Donc il y avait cet équilibre à prendre en compte. Et à la suite de quoi, j'ai eu envie d'être entrepreneur. J'ai commencé à lancer quelques startups. Certaines ont vivoté, d'autres se sont plantées, comme toute bonne startup. Et en 2016, j'ai rejoint en fait une entreprise dont j'ai été le co-CEO, qui s'appelle Diabeloop, qui est une société qui a développé une intelligence artificielle pour automatiser et personnaliser le traitement des patients qui ont un diabète, d'abord de type 1 et maintenant de type 2, pour lequel j'avais les fonctions de toute la partie développement de l'entreprise, les financements de l'entreprise. Quand j'étais chez Diabeloop, j'ai gagné 3 projets de l'EIT Health, à la fois en tant que toute petite start-up, puis après 2 projets de financement, d'adaptation de nos produits pour des enfants et des adolescents. Et donc l'EIT avait été très généreux avec moi. Moi, je connaissais bien les équipes de l'EIT Health, et donc j'ai rencontré le directeur général de l'EIT Health, et je lui ai dit, écoute, voilà, on a réfléchi à un certain nombre de programmes ensemble, j'ai participé à un certain nombre de think tanks de l'EIT Health. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai un peu de temps, je suis prêt à give back, en fait, à redonner à l'EIT Health tout le bien qu'elle a pu me donner à moi. J'adore la techno. Je trouve que la technologie, c'est passionnant. Je trouve que la technologie, c'est pas la solution, mais c'est une des solutions pour tous les enjeux de la Terre. Et la technologie, il faut pas en faire une religion, mais il faut en faire un outil dont on se sert. Comprendre la techno, comprendre ce que c'est que la science, comprendre ce que c'est que la rigueur du raisonnement scientifique et comprendre ce que c'est que de la statistique. Et dans la santé, c'est encore plus vrai parce que la biologie, c'est pas tout le temps la même chose, quoi. Dans le diabète, un patient qui a un diabète et qui fait hier quelque chose et aujourd'hui la même chose, eh ben la réponse de son corps est pas la même. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Tout ça, c'est mécanique scientifique, c'est l'acceptation des statistiques. Avoir cet esprit scientifique, avoir cette compréhension des statistiques, donc du fait que tout n'est pas forcément systématique, c'est une force et un atout pour pouvoir échanger avec des gens qui ont fait, eux, de la médecine, de la biologie, que moi, j'ai pas fait. Ça me fait cette curiosité. Pour autant, faire de la science pour de la science, ça sert à rien. Si vous développez un outil et que personne n'est intéressé par votre outil, mais en particulier en santé, eh ben, il faut un marché. Et donc, avoir cet équilibre entre compréhension de la science et compréhension du marché, c'est un atout fort pour pouvoir répondre aux enjeux de la santé de demain. Aujourd'hui, l'EIT est en train de se transformer d'un outil purement de financement, avec des partenaires, à un outil qui est en fait des partenaires qui travaillent ensemble pour pousser de l'innovation, et l'EIT qui apporte des financements, mais complémentaires, pas forcément que du financement. On va apporter des financements de l'EIT, mais d'autres financements européens, puisqu'on est en contact régulier et avec la Commission européenne, qui leur permettent de développer l'innovation. Et puis le troisième, c'est de leur rendre des services. C'est-à-dire que pour répondre à des appels à projets, pour faire de l'innovation, il y a un besoin d'un certain nombre d'accompagnements. Et ben, ces accompagnements-là, ce sont des services qu'on est en train de développer pour pouvoir leur faciliter la vie dans l'innovation en santé. C'est ça l'enjeu de l'EIT aujourd'hui, c'est de passer d'un outil purement de financement à un outil de complémentaire entre partenariat, financement et services. Aujourd'hui, on a une petit écosystème d'une 40aine de partenaires. Nous, notre challenge, c'est d'accroître, renforcer et accroître ce partenariat, s'ancrer encore plus dans l'écosystème français. Et pour ça, on va donner des responsabilités aux équipes françaises d'interagir et d'être plus visibles auprès de l'écosystème pour que renforcer la présence de l'EIT Health
et de crédibiliser sa présence sur l'écosystème français, que ce soit au niveau des partenaires privés, des partenaires académiques, mais aussi des institutions publiques. Le secteur de la santé, il va continuer à évoluer. Il va continuer à mieux répondre aux besoins des patients, mieux répondre aux enjeux de santé des sociétés. Ça va coûter plus cher parce que les technologies seront plus chères, et coûter moins cher parce que ça va permettre de mieux soigner les gens. Et moi, ce que j'ai souvent, la façon dont je le dis, c'est que historiquement, on faisait un traitement moyen pour un patient moyen, et demain, on fera un traitement spécifique pour un patient particulier, avec les outils de numérique, avec les outils de data, avec les outils les nouveaux médicaments qui ciblent mieux les maladies, avec la meilleure prise en compte des besoins des patients dans leur vie de tous les jours, et pas se préoccuper uniquement de traiter la maladie, mais traiter tout l'environnement du patient. Ça veut dire que pour les personnels de santé, que ce soit l'infirmière, le médecin, que ce soit l'hôpital, le médecin de ville, tout ça, ça va se transformer, la façon dont ils vont s'occuper des patients. Je pense que les médecins vont retourner de faire leur art de la médecine, c'est-à-dire s'occuper du patient, expliquer au patient ce qu'on va lui faire, et on va renforcer cette interaction. Alors, il sera peut-être à distance, il sera peut-être en présentiel, peut-être par l'intermédiaire d'infirmières, peut-être par l'intermédiaire de non-spécialistes, avec un spécialiste à distance, un non-spécialiste présent. On va transformer l'organisation de la santé, et je pense qu'on va apporter des solutions aux sociétés et aux patients qui vont leur permettre d'avoir une vie plus confortable et plus longtemps.